Bonjour à tous, merci d'être présents. Alors, je me présente Boris Poitrelot, chef de projet de l'occupation du sol à grande échelle à l'IGN. Donc l'IGN, je ne vais pas le représenter, hein, c'est les cartes Scan25, si vous avez fait de la randonnée, vous savez ce que c'est. Aujourd'hui, l'IGN, ça va plus loin que ça, hein. On fait beaucoup de numérique et beaucoup de data. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les données d'intelligence artificielle au service de l'occupation du sol. Je vais axer ma présentation sur 4 axes. Le premier axe, ça va être le contexte de la production de l'occupation du sol à grande échelle. Après, j'expliquerai un peu le processus de production qui se fait par intelligence artificielle. C'est une production inédite au niveau France de l'IGN. J'expliquerai ensuite, puisque c'est quand même l'objet du salon, c'est les données en open data, hein, les data qui sont en open data. Et puis, il y a un dernier axe sur lequel je parlerai, c'est l'intelligence artificielle en commun. Alors, d'abord, le contexte, c'est une base de données, l'OCGE, c'est quoi? C'est une base de données d'occupation du sol géographique, socle et de référence, qui permet une description fine du territoire tous les 3 ans. Alors, cette description se fait en 2 dimensions. La couverture et l'usage. La couverture, c'est ce qu'on voit, hein. C'est de l'herbe, du bitume, des bâtiments, des forêts, etc. Et l'usage, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est de l'agriculture, de sylviculture, du résidentiel, etc., etc. Et on croise ces données pour permettre de faire l'occupation du sol et savoir ce qu'il y a derrière. Cette production, elle est jusqu'en 2024 et elle se fait sur la France entière, l'ensemble du territoire français, Drôme compris, hein, bien sûr, et elle permet de suivre les évolutions d'occupation du sol avec un pas de 3 ans. C'est-à-dire que c'est lié aux prises de vue aériennes de l'IGN qui se font tous les 3 ans par département, 1/3 de la France par an. Cette production se fait dans le cadre d'un ambitieux projet au service des territoires, hein. C'est dans le cadre de dispositif de suivi de l'artificialisation des sols, qui est lié à la loi climat et résilience pour suivre ce qu'on appelle la sobriété foncière ou le zéro artificialisation net ZAN. Il est financé par le Fonds de la transformation publique, le ministère de la transition écologique et le ministère de l'Agriculture à hauteur de 20 millions d'euros et c'est en coopération avec le CEREMA et l'INRAE. Voilà, et ça permettra d'automatiser la production de l'occupation d'échelle à l'aide d'intelligence artificielle, sachant qu'aujourd'hui, l'occupation du sol, on le faisait de manière manuelle, pas manuelle, mais presque manuelle, à une partie automatique. Aujourd'hui, on essaie d'automatiser au maximum. Alors, qu'est-ce que c'est le suivi de l'occupation des sols? On a 2 images, là, c'est 2016 et 2019, c'est sur le Gers. On voit la construction d'un lotissement, et ça permet de suivre justement ces constructions et de savoir où est-ce qu'on en est. Et où est-ce que sont les sols qui sont imperméabilisés, par exemple, artificialisés, consommation d'espace, etc., etc. On peut faire des portraits de territoire avec. Là, on voit le produit final. Maintenant, je vais expliquer un peu le processus inédit de production, mais avant, si vous avez quelques questions sur la présentation avant, vous me le dites. Non, mais je vais passer. Donc, c'est un processus de production inédit par intelligence artificielle. On utilise, je vais le détailler un peu plus tard, mais on utilise du deep learning pour classifier les paysages, hein, les prises de vue aériennes. On a aujourd'hui 83% de bonne classification avec l'intelligence artificielle. Je reviendrai après sur les métriques, hein, ce que veut dire ce 83% de bonne classification. C'est dans un deuxième temps complété par des bases de données exogènes, donc les bases de données agricoles, hein, sur les aides agricoles, les bases de données forêt, le foncier, etc. Pour une production industrielle automatique, c'est important. Alors, c'est une production industrielle et automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va produire, on doit produire la France entière d'ici 2024, donc il faut qu'on ait une production qui se fasse de manière industrielle. Et en finalité, c'est finalisé par traitement vecteur et photo-interprétation, avec 95% de la surface qui est non retouchée. Ça veut dire quoi? Alors, 95% de la surface non retouchée, ça veut dire que 95% de la surface qui est traitée de manière automatique, et il y a quand même 5% pour arriver aux spécifications qui sont retouchées de manière manuelle. Alors, le zoom sur le processus d'intelligence artificielle. Alors, ça se fait en plusieurs temps. Le premier temps, c'est la production de ce qu'on appelle d'annotation, puisque c'est du supervisé, hein. Donc, on annote. Annotation, c'est quoi? Ça veut dire qu'on crée des données vérité terrain, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va les dessiner, il va dire là, ça c'est un arbre, ça c'est un champ, ça c'est de l'herbe, ça c'est un bâtiment.
On a fait ça sur le Gers, donc c'était notre première expérimentation département. On a créé 150 km² d'annotation pour 6000 km pour après produire sur 6000 km². Après, on crée des jeux de données pour intelligence artificielle, pour l'apprentissage. Donc, on associe ça, les annotations, on les associe avec les prises de vue aériennes, on les associe avec de l'infrarouge, on les associe aussi avec des MNS-MNT. Alors, MNS-MNT, c'est des modèles numériques de surface et des modèles numériques de terrain. Ça définit un peu ce que c'est le terrain, ou la hauteur du terrain et la hauteur des bâtiments. On entraîne le modèle et après, on applique ce modèle sur tout le territoire. Aujourd'hui, on crée une image, ce qu'on appelle prédiction d'intelligence artificielle. On peut aussi entendre le terme carte de chaleur. Pour chaque pixel, donc 20 cm par 20 cm du territoire, qui permet d'indiquer la probabilité d'appartenir à une classe. Une classe, c'est feuillu, ce que je disais, feuillu, conifère, bâtiment, etc. Par exemple, il va dire, sur ce pixel de 20 cm, je considère à 80% que c'est du bâtiment et à 20% que c'est du bitume. Le choix, qu'est-ce qu'on a choisi comme tâche IA, ce qu'on a vu, c'est de l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, dedans, il y a l'apprentissage profond, ce qu'on appelle aussi le deep learning. Et dans le deep learning, on fait la segmentation sémantique. C'est-à-dire que pour ce que je disais tout à l'heure, pour prédire, on prédit l'appartenance de chaque pixel de 20 cm chez une nomenclature de 15 classes à l'échelle du pixel de 20 cm sur 20 cm. Ce qui est extrêmement précis. Et Sentinel ou Copernicus, par exemple, c'est 10 mètres sur 10 mètres. Là, on regarde les métriques de notre modèle IA. Donc, je disais tout à l'heure, c'est du 83%, 83,4%. Ça veut dire quoi? C'est 83,4% des pixels sont bien classés. Alors, il faut faire attention à ces métriques parce qu'on considère que les classes qui sont surreprésentées, si elles sont bonnes, ça va gonfler le métrique. Donc après, on regarde les métriques classe par classe et on voit que, par exemple, pour les bâtiments, les zones imperméables, les surfaces d'eau, etc., les feuillus, les vignes, on est bien classé, on a de bons scores. Mais pour les zones imperméables, les sols nus, on n'est pas très bon. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'améliorer certaines classes pour essayer d'améliorer la qualité du produit. Alors là, j'ai montré la précision et le rappel. Pour ceux qui connaissent un IA, c'est un peu la surdétection et la sous-détection. Il y a d'autres métriques qui existent, mais bon, dans la présentation, ce n'était pas la peine de le mettre. Alors maintenant, si vous avez des questions sur la présentation, sur ce que j'ai présenté, oui, attendez le micro va arriver. Hop, là-bas. Merci. Une question pour la notation des images, vous utilisez quel outil? Pour la quoi? Pardon, j'ai pas entendu. Pour la notation des images. Alors, c'est un outil spécifique IGN, ce qu'on appelle Segmentor, qui a été produit par l'IGN et qui est un open data, il me semble. D'accord. D'accord. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Les résultats de ces traitements, ils sont accessibles en open data, justement? Alors les résultats, oui, c'est-à-dire qu'on met le rapport de qualification est disponible en ligne aussi. Le rapport de qualification du GERS est disponible en ligne. On verra plus tard qu'aujourd'hui, on est sur l'expérimentation du GERS et qu'on commence à traiter d'autres départements. Et pour chaque département qui est traité, on aura un rapport de qualification qui est associé. Mais le rapport de qualification, il n'est pas que d'intelligence artificielle, il est globalement, puisque l'intelligence artificielle est un moyen aujourd'hui et pas la finalité. Et la finalité, c'est bien l'occupation du sol à grande échelle, le produit que j'ai présenté au début. Okay. Et les modèles, vous les rendez publics aussi ou pas? Oui, il y a déjà des modèles qui sont disponibles. Donc, le modèle aujourd'hui départemental qu'on a créé sur le GERS, c'est un open data, est disponible sur le lien GeoService. On verra par la suite de la présentation les liens. Tout est en open data et tout ce qu'on va produire sera en open data. Ok, merci. Je vais avancer. Une dernière question peut-être? Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir comment vous validez le modèle. En fait, quelle est votre référence pour le contrôle? Et aussi, vous avez parlé de reprise manuelle. Et du coup, comment identifier les zones à reprendre manuellement? Alors, le modèle d'intelligence artificielle, il est qualifié, en fait, quand on fait les annotations, les données vérité terrain, il y a une partie des annotations qui n'est pas montrée au modèle. Donc le modèle ne les voit jamais. Et à la fin, une fois qu'on a créé le modèle, on compare ce qu'il a prédit avec des annotations sur lesquelles qu'il n'a jamais vues. Et en fonction de ça, on voit si c'est bon ou pas bon. Pour les reprises manuelles, alors c'est des reprises manuelles qui ne sont pas faites directement sur les données d'intelligence artificielle, mais qui sont faites sur les données finales d'occupation du sol à grande échelle. Et donc, c'est des photo-interprètes qui vont les regarder et qui vont dire ça, c'est pas telle couverture, ça, c'est pas tel usage. Voilà. Je vais avancer sur le sujet. Donc, les données en open data, c'est ce qui est intéressant. Vous avez ici, sur le PowerPoint, sur la présentation, deux liens. geoservice.ign.fr/ressources-ia-2 couverture-du sol.
où il y a toutes les données d'intelligence artificielle qui sont disponibles. Et il y a aussi geoservice.ign.fr/OCSGE. Et là, c'est toutes les données d'occupation du sol. Donc, c'est le produit final. Donc, bien, on a une page spécifique aux données, ce que j'appelle les données intermédiaires, hein, les sous-produits qui permettent d'aller aux produits d'occupation du sol. Alors, on a en open data 5, même plus que 5, puisqu'il y a certaines, les prédictions, il y en a quelques-unes, 5 données en open data, totalement en open data, c'est-à-dire qu'elles sont ouvertes, hein, il n'y a pas de restriction de licence dessus. Donc le produit final, l'occupation du sol à grande échelle, la couverture et l'usage. Les annotations qui nous ont permis de construire les modèles. Aujourd'hui, on a 150 km² d'annotations, on verra plus tard. Le jeu de données formaté pour l'intelligence artificielle, les modèles d'intelligence artificielle et les prédictions ou les cartes de chaleur. Alors, on a les brutes, les prédictions Armax et les prédictions vectorisées. J'expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Alors, la couverture du sol, d'abord, je vais expliquer un peu ce que c'est. On voit des zones bâties, des zones non bâties. Et ça, c'est l'usage. Donc ça, c'est vraiment le produit final. C'est important de comprendre ces données. Hein. Ça, c'est ces données qui sont disponibles. Hein. On peut voir la couverture et l'usage. Donc ça, c'est disponible en open data. Maintenant, je passe à la deuxième donnée qui est disponible en open data, c'est les annotations. Donc là, sur l'image, on voit bien la prise de vue aérienne. Hein. Donc c'est sur le GERS, puisque c'est notre expérimentation. Là, c'est fait avec l'outil Segmentor hein, de l'IGN, qui segmente le paysage en fonction des nuances chromatiques. Et après, il y a des photo-interprètes qui vont aller dire ben, ça, c'est tel type de paysage, ça, c'est de l'herbe, ça, c'est du feuillu, ça, c'est un bâtiment, etc., etc. Et on a fait ça aujourd'hui sur 150 km² d'annotation et on est en train de finaliser 2500 km² d'annotation France entière. J'expliquerai pourquoi, parce que l'expérimentation a été faite sur le Gers avec un modèle départemental et aujourd'hui, on a mis en place un modèle d'intelligence artificielle qui est national et qui va s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Et donc, les 2500 km² aujourd'hui vont être sur l'ensemble du territoire et seront en open data. On verra un peu plus tard à quoi ça correspond. Donc là, ça, c'est le produit final des annotations. Ces données sont en open data. Vous pouvez les récupérer et faire des modèles ou utiliser pour d'autres finalités que celles de l'occupation du sol à grande échelle. Le premier produit, ce que j'ai expliqué, hein, 62 zones annotées, 150 km², ça correspond à 80 mégaoctets, 2,4 milliards de pixels. C'est aujourd'hui au format vecteur, par raster, parce qu'en information géographique, il y a deux types de formats. Le raster, qui est une image, et vecteur, qui est soit un point, soit un polygone, soit une ligne. Là, c'est des polygones. D'accord. On a 15 nomenclatures de NAF. NAF, c'est naturelle, agricole et forestière. C'est des nomenclatures. En fait, ça, c'est le nom du modèle. Hein. Donc, c'est 15 classes, feuillus, conifères, etc. Vous pouvez les voir sur le site Géoservice, où vous avez la liste des classes qui sont disponibles. Elle est répartie en 3 catégories d'occupation du sol, naturel, urbain et végétation. D'accord. On a 14 km² en naturel, en urbain, c'est pas loin de 50 km², et en végétation, 86 km². C'est ce qu'il y a aujourd'hui. On verra plus tard ce qui va arriver par la suite. Voilà. Aujourd'hui, sur le Gers, on a 150 000 km². National V, on va avoir 2500 km². Alors, 2500 km² ne seront pas aujourd'hui disponibles directement. On va mettre, d'ici novembre, on va mettre à disposition 800 km² d'annotation. Pourquoi pas les 2500 km²? Parce qu'on fait faire ça par des prestataires extérieurs. Et après, nous, on recette. On vérifie que le produit, les annotations sont de bonne qualité. Parce que si les annotations ne sont pas de bonne qualité, le modèle d'intelligence ne sera pas de bonne. Si à un moment donné, on lui dit que c'est du feuillu, alors que c'est du conifère, ou si on lui dit que c'est de l'herbe, alors que c'est des bois, le modèle va se tromper. Donc, on les recette. Et donc, ça, c'est un processus qui est assez long. Donc là, c'est 150 km². Ce qui va arriver, c'est 800 km² et bientôt 2500 km². Ça correspond à 1,2 gigaoctet de données, globalement. Les jeux de données formatés pour l'intelligence artificielle. Alors, ces données formatées pour l'intelligence artificielle, ça correspond à quoi? En fait, c'est les annotations qui ont été formatées pour pouvoir être intégrées, ingérées par le modèle d'intelligence artificielle. Donc, c'est des données raster. Un raster, c'est des images de 20 cm résolution spatiale. On a RVB. RVB, c'est le rouge, vert, bleu. Hein, c'est l'image telle qu'elle. Le I, c'est l'infrarouge. Et le E, c'est ce que j'appelais le MNS et MNT derrière. D'accord. MTE, RGE, ALTI et MNS, les prises de vue aériennes. Les annotations sont labellisées, un canal, un octet. Et les formats de distribution sont redécoupés à façon. Nous, on les découpe sur des formats, il me semble, 512 sur 512 pixels. Mais en fonction de ce qu'on va en faire, on peut les redécouper. Donc, on ne les a pas distribués, pré-découpés. C'est à chacun de les découper.
Troisième donnée qui sont disponibles en open data, c'est les modèles d'intelligence artificielle. Donc les modèles, c'est quoi? C'est les images qui sont associées, donc RVB, RVBI, RVBIE, ou l'un des trois, en général c'est RVBIE, avec des annotations. Et elles sont entraînées, nous on les entraîne via un serveur, le Agent-Z, Gency, qui nous permet c'est un multi-serveur, c'est un gros serveur, un big data server qui nous permet de faire des calculs beaucoup plus rapides et nous permet d'avoir un modèle d'intelligence artificielle. Par exemple, le modèle aujourd'hui du GERS, c'est le modèle V0.2 qui est disponible sur le site et on est en train de produire, on a finalisé le produit mais qu'on n'a pas encore mis en disposition puisqu'il faut qu'on le vérifie, c'est le modèle V1 qui est sur même V1.0. 0.1, qui permet c'est le modèle générique. Aujourd'hui, le modèle qui est disponible, c'est le modèle sur le GERS spécifique, et le modèle générique va être bientôt disponible avec l'ensemble, avec les 800 km². Autre type de données qui sont disponibles, c'est les cartes de prédiction. On entend aussi parler de cartes de chaleur. D'accord. Donc on a 3 types de prédictions qui sont disponibles. Les prédictions, ce qu'on appelle brutes, les prédictions Arcmax et les prédictions vectorisées. Alors les prédictions Arcmax, elles sont aussi vectorisées. On a aujourd'hui de disponibles GERS actuellement et les départements 33, 35, 40, 83, 62, 67, 69, 72, 77 et 91 seront disponibles début 23, voire fin 2022. Puis le reste de la France entière d'ici 2024. Donc c'est-à-dire que ça va faire quand même une somme de données qui est conséquente. Quand on parle de prédiction brute, c'est quoi? C'est ça. C'est des images, on fait ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire qu'on applique le modèle sur la prise de vue aérienne et on a une prédiction. Là, on voit une prise de vue aérienne et la prédiction à droite. Ici, on a essayé de zoomer A et B. On voit, par exemple, alors c'est noté sur un octet de 0 à 254. Par exemple, la zone A, on voit, c'est tout violet et on voit que le modèle a bien détecté un bâtiment à 100%, 254 sur 254. Par contre, la zone B, là, au-dessus, il était hésitant et donc il hésitait entre une zone imperméable et une zone perméable. Donc on le voit en fonction de la couleur. Nous, on a vectorisé et après on a mis des couleurs pour essayer d'identifier. Mais après, quand vous cliquez, quand vous allez voir un octet, il y a toute l'information dessus qui indique dans quelle prédiction il est et sur quoi il hésite. Les cartes de prédiction, voilà un exemple d'une carte de prédiction sur une zone. Donc on voit que c'est assez précis puisque c'est 20 cm sur 20 cm. On voit les arbres, on voit les maisons, c'est vraiment très très précis. Avec bien sûr les 83% et ce qu'on a vu à un moment donné, il peut hésiter. Donc c'est vraiment un modèle d'intelligence artificielle. Hein. Donc c'est-à-dire derrière, il faut retraiter la donnée pour être certain que ça correspond bien à ce qu'on a en dessous. Un autre exemple ici. Je passe un autre exemple. Avec en violet des vignes, on sait qu'on a des soucis parce qu'il confond souvent, notre modèle confond aujourd'hui souvent les coupes d'arbres avec les vignes et avec le maïs aussi, ça arrive en fonction de la couleur du maïs puisque il va repérer des lignes. Donc il faut qu'on lui donne plus d'annotations, etc. Après on les retraite nous grâce au RPG, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà un autre exemple. Ici on voit bien la différence entre les conifères et les feuillus. Là, ici, on a encore un autre exemple, hein, en rouge, les zones sableuses. Hein. Donc, il arrive bien à distinguer, hein, même si parfois il a du mal à se tromper. Mais globalement, ça marche très, très bien. Les prédictions Arcmax, c'est quoi? Les prédictions Arcmax, c'est-à-dire qu'on vectorise, on prend la prédiction brute et on vectorise en considérant que où il y a la prédiction, le maximum, c'est la bonne prédiction. C'est-à-dire que s'il est à 150 sur 254 pour du bâtiment, on va le vectoriser en bâtiment. Ça, c'est Arcmax. S'il est à 254, c'est du bâtiment. Donc, c'est la valeur maximum de prédiction et sur laquelle on dit, OK, on considère comme c'est la valeur maximum, on considère que c'est du bâtiment. Mais il y a une deuxième méthode. Alors, les prédictions IA vectorisées, c'est le dallage. Hein, c'est diffusé de 10 km par 10 km. Hein, c'est une format shapefile. Et c'est accompagné de visualisation de style QGIS. Donc QGIS, c'est un outil SIG qui permet de visualiser des cartes et qui est gratuit en open data. Pour résumer, on a 3 formats avec 2 millésimes par département. On a les prédictions brutes qui sont aujourd'hui uniquement pour le GERS. Hein. On a 84 fois 2 gigaoctets de données disponibles.
Pour les prédictions Arcmax, on a 3 gigaoctets de disponibles et les productions vectorisées, on a 2 gigaoctets de disponibles. Donc vous voyez bien que quand on va les multiplier par le nombre de départements, si on multiplie par 100 départements en France entière, vous imaginez bien la somme de données que ça va faire à distribuer. Donc aujourd'hui, on travaille sur la manière la plus fluide possible de pouvoir les distribuer correctement, au lieu d'essayer de télécharger chaque shapefile, chaque prédiction, etc. Si vous avez des questions sur la session précédente, oui, une question au fond de la salle à gauche. Du coup, oui, ma question, c'est au niveau justement de ces agrégations Argmax. Elles sont à la parcelle? Non, elles sont au pixel. À la parcelle, oui, c'est-à-dire que on va repérer tous les pixels l'un à côté de l'autre qui ont la même valeur, et après on va vectoriser. Et s'il y a un trou, ça va être vectorisé par autre chose. Et donc, dans les jeux de données disponibles à partir de 2024, on aura un dataset à la parcelle ou il va falloir le reconstituer à partir des vecteurs? En fait, il y aura toutes les données. Il y aura les données brutes que vous pouvez retraiter si vous voulez à la parcelle ou au polygone. Il y aura les données comme nous, on les a retraitées. Donc Arcmax, et après ce que je n'ai pas parlé, c'est aussi le seuil, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'au-dessus de certains seuils, on va le mettre dans la donnée. On va considérer que c'est un bâtiment à partir du moment, par exemple, s'il est au-dessus de 127, on considère que c'est un bâtiment. Il y aura toutes les données disponibles, donc il y aura les données brutes sur lesquelles vous allez pouvoir travailler et faire ce que vous voulez. Si vous considérez qu'il ne faut pas utiliser Arcmax, mais autre chose, vous allez pouvoir travailler dessus. Mais il y aura les données sur lesquelles nous, on a travaillé, qui nous ont permis d'atteindre le produit final. D'accord, ok. Merci. Et une autre question à droite. Oui, merci pour tous ces détails. Ma question porte sur le modèle et le temps d'inférence. Est-ce que c'est long en fait à faire les prédictions? Et est-ce que vous avez eu une échelle de temps à préciser? Alors oui, alors une échelle. Aujourd'hui, ce qui est long, c'est pas l'inférence en elle-même. C'est vraiment la création du modèle en soi qui nous prend énormément de temps, puisque ça peut être des jours de calcul sur des serveurs Gency. L'inférence en elle-même est assez courte. Ça peut prendre 1 à 2 journées en fonction d'une journée peut-être, si vous avez un serveur assez puissant avec 4 GPU, 3 ou 4 GPU, 3 GPU. Mais l'inférence elle-même n'est pas très longue. D'accord, merci. Une autre question à gauche? À droite, pardon. Bonjour. Bonjour. Le choix du GERS pour les données d'entraînement, ça a été... Qu'est-ce qui vous a décidé en fait à choisir ce département? Est-ce qu'il est représentatif de tout ce qu'on peut de tout ce qu'on peut rencontrer sur le territoire français, ou c'est un choix aléatoire? Alors c'est pas un choix aléatoire, c'est pas un choix parce que c'est représentatif sur l'ensemble du territoire. C'est aussi un choix lié au produit final, puisque le modèle d'intelligence artificielle et l'inférence et les cartes de prédiction, c'est vraiment des sous-produits. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est l'occupation du sol à grande échelle. Et donc, le GERS a été choisi parce que sur place, on a des gens qui connaissent bien le produit, des utilisateurs qui connaissent bien le produit, qui étaient capables de nous qualifier le produit final. Il y a ce choix-là, il y a un choix à un moment donné, il faut faire un choix. Donc, il y avait plusieurs départements qui étaient disponibles, et on a choisi celui-là aussi sur ce côté-là. Et parce qu'on le connaissait, certains de nos ingénieurs le connaissaient bien, et donc on était capable de mieux qualifier le produit. Mais il n'est valable que pour le GERS, le modèle aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous allez passer sur d'autres départements, vous allez repasser par une campagne d'entraînement, d'annotation? Alors, vous allez appliquer le modèle et voir ce que ça donne dans un... Alors, le modèle qu'on a appliqué sur le GERS, qui est disponible dans l'Open Data, c'est ce qu'on appelle nous un modèle départemental et ne s'applique que sur le GERS. On vient de créer un deuxième modèle. Donc c'est le modèle 0.2, ce qu'on appelle 0.2 en version 0.2. Le modèle, c'est un modèle générique France entière qu'on a recréé avec les 2500 km² d'annotation, 2000 km² d'annotation, et lui, il va s'appliquer sur l'ensemble du territoire. On a commencé à le tester, on a déjà lancé la production sur le 83, le Var, l'Ille-et-Vilaine, le 35 et le Rhône, le 69. Et on voit qu'il s'applique plus ou moins bien sur ces départements. On l'a réappliqué sur le GERS et on a vu qu'on avait de meilleures métriques en appliquant le modèle générique sur le GERS que le modèle départemental, en fonction ça dépend aussi des types de classes. Mais globalement, le modèle qu'on a fait aujourd'hui s'applique très bien sur 80% des départements métropolitains. Certains départements, on voit qu'ils s'appliquent mal, typiquement la Corse, mais c'est normal, on s'y attendait. Par exemple, quand on l'a appliqué, on a vu que sur
l'Ille-et-Vilaine, il s'appliquait très bien. Sur le Rhône, il s'appliquait très bien. Mais que sur le Var, comme c'est un paysage méditerranéen un peu plus compliqué avec une zone côtière, il s'appliquait moins bien. Donc on est en train d'essayer ce qu'on fait après, c'est on va affiner ces modèles en fonction des types de paysages. Mais aujourd'hui, on a créé un modèle générique qui va s'appliquer. Et ce modèle sera disponible en open data d'ici 2-3 mois, le temps de le qualifier correctement. Aujourd'hui, le modèle qui est disponible est un modèle départemental Gers. Alors, vous pouvez le tester sur d'autres départements qui vont ressembler au Gers, ça marchera bien. Je suppose que si on l'applique sur un département totalement différent, il s'appliquera mal. Voilà. Merci. Je vais passer à la séance qui est pour l'hygiène peut-être l'une des séances les plus importantes. J'appelle ça l'intelligence artificielle en commun. Pourquoi ? Parce que alors, on va avancer. Alors, diffusion des données, on a un calendrier de diffusion des données en open data, diffusion des données en intelligence artificielle sur le GES qui a été fait en juillet 2022. On va proposer des défis à la communauté d'intelligence artificielle en novembre 2022. On va animer la communauté aussi en novembre 2022 et en faire des cartes de prédiction sur certains départements. Voilà. Les téléchargements sont disponibles sur GeoService, ressources IA couverture du sol, que j'avais indiqué. Elles sont également disponibles. Vous pouvez également rejoindre la communauté d'intelligence artificielle qu'on est en train de créer, qui n'est pas encore active, on est en train de la créer, on rassemble l'ensemble des utilisateurs. Et comment intégrer la communauté ? Il faut aller sur GeoService, contact, et vous remplissez un formulaire et vous permettez de vous inscrire sur la communauté. Merci à tous pour cette attention. Voilà, peut-être une séance de questions-réponses, sauf si mon temps est imparti, je ne sais pas. C'est fini ? Ok. Merci.